Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le jeudi 6 novembre 2025, épisode 477, et je serai ce soir à Paris, au Club Concordance. N'hésitez pas à venir me souhaiter ou à me dire bonjour, on aura l'occasion de partager une coupe. Au sommaire aujourd'hui, Microsoft Teams, vulnérabilité d'usurpation de spoofing, Chine, une peine de mort pour les barons du scam du Birman, Palo Alto Networks, Asset Management, le héros discret de la cybersécurité et de la CTI. Loader, retour d'un loader JavaScript sophistiqué. La Django Software Foundation corrige une injection SQL. Le NCSC annonce la fin de ses services MailCheck et WebCheck le 31 mars 2026, remplacés par des solutions commerciales. Surprenant. Pour rappel, l'ensemble des sources utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site de radiocesseur.org ainsi que sur la description des épisodes. Si vous êtes un nouvel éditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Le NCSC mettra fin à ses services WebCheck et MailCheck le 31 mars 2026. Lancé en 2017, il permettra d'identifier les vulnérabilités et mauvaises configurations des sites web et des infrastructures mail des organisations publiques. Cette décision s'explique par la maturité du marché des solutions d'External Attack Surface Management, désormais capables d'assurer les mêmes fonctions avec plus de précision. Ces outils commerciaux offrent une visibilité complète sur les actifs exposés, les configurations DNS, les certificats et les services vulnérables. À partir de 2026, les utilisateurs ne recevront plus de rapports ici de WebCheck et MailCheck, mais continueront à bénéficier des services de Early Warning and DNS Check, et le NCSC recommande d'adopter dès maintenant une solution EASM, en s'appuyant sur son guide d'achat qui détaille les critères à considérer. Couverture de la surface d'attaque, analyse des risques web, mail et email, et outils de reporting intégrés. L'agence suggère également de recourir à son service Check Your Cybersecurity pour vérifier 2 points essentiels: la protection contre le spoofing et la confidentialité des échanges par email. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie ACID 2.0 du NCSC, visant à se concentrer sur les domaines où les secteurs privés ne proposent pas d'équivalent et à réorienter ses ressources vers de nouveaux programmes de résilience cyber. La Django Software Foundation publie une mise à jour de sécurité corrigeant 2 vulnérabilités importantes dans le framework Django, dont une faille critique de type SQL injection référencée sous la CVE 2025-64459 et une vulnérabilité de déni de service modéré sous la CVE 2025-64458. La faille, la 64459, touche les méthodes courantes, c'est ce qu'on appelle les query set.filter, les exclude, les .get et les class queue. Elle exploite le paramètre connector lorsque celui-ci est utilisé avec un dictionnaire mal filtré. Un attaquant peut injecter du code SQL malveillant et potentiellement altérer ou exfiltrer, voire supprimer des données selon les permissions de l'application. Cette vulnérabilité est classée à gravité élevée et affecte les branches principales de Django, notamment la version 4.2, 5.1, 5.2 et la future 6.0. Elle a été signalée de manière responsable par le chercheur Cyberstan. La seconde faille, la CVE 2025-64458, elle concerne les redirections HTTP sous Windows. Elle résulte d'un problème de lenteur dans la normalisation d'Unicode de Python, le fameux NFKC, exploité par un acteur malveillant via des URL contenant un grand nombre de caractères Unicode. Cette charge excessive peut provoquer un ralentissement significatif, voire un déni de service sur les systèmes Windows exécutant Django. Cette vulnérabilité découverte par Seo-Chan Yoon est considérée de gravité modérée. Les correctifs sont toutes disponibles dans les versions de Django 5.2.8, 5.1.14 et 4.2.26, ainsi que dans la branche principale et la bêta de la 6.0. Les administrateurs sont invités à mettre à jour immédiatement leur environnement afin de limiter les risques d'exploitation. Après 7 mois d'interruption, le malware loader Loader refait surface avec de nouvelles techniques d'évasion. Ce chargeur JavaScript est diffusé via des sites compromis ou contrôlés par des attaquants qui se présentent comme des plateformes proposant des modèles de documents juridiques gratuits et grâce à des campagnes de référencement malveillant, c'est ce qu'on appelle le SEO poisoning, ces sites apparaissent en tête des résultats de recherche sur les mots-clés tels que contrat ou accord de confidentialité. Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton de téléchargement, un joyeux fichier zip est proposé. Celui-ci contient un script JavaScript malveillant, par exemple Mutual Non-Disclosure Agreements. Une fois exécuté, il installe d'autres charges utiles comme Cobalt Strike,
des backdoors, des bots, ouvrant la voie à des attaques ultérieures souvent liées au déploiement de ransomware. Non, je souris parce que je vois le côté radin et mesquin que vous avez fait pour économiser les coûts d'un avocat. Dire je vais pas payer mon service juridique, je vais aller trouver un truc sur Google, ChatGPT va me générer ça. Et vous allez vous faire poncer, mais d'une force. Ah, quelque part, c'est un peu mérité. Mais bon, les chercheurs de Huntress Lab et de Defi Report ont observé plusieurs innovations techniques. D'abord, un mécanisme de camouflage du code source. Les sites utilisent une police web personnalisée qui va remplacer chaque caractère par un symbole visuellement équivalent. Le texte réel du code paraît illisible, mais s'affiche normalement dans le navigateur, rendant difficile la détection automatique par des outils de sécurité. Et ensuite, Gotloader va employer des archives zip mal formées. Sous Windows Explorer, elles vont extraire un fichier JavaScript malveillant, mais sous d'autres outils comme 7zip ou Python, seul un fichier texte inoffensif va apparaître. Cette manipulation perturbe les analyses automatisées et les moteurs antivirus. En bref, votre sandbox, elle sert à rien. Et enfin, la nouvelle campagne installe la backdoor SuperSox 5, utilisée par un acteur affilié au groupe Vanilla Tempest, lié à plusieurs ransomware tels que Black Hat, Quantum Locker ou Risida. Les chercheurs notent une activité rapide parce qu'il y a une reconnaissance qui se fait en moins de 20 minutes. Et ouais, c'est ça, là on va parler de rapidité. C'est comme ça quand vous voyez le chef, quand il vous demande quelque chose, c'est assez rigolo. Mais le pauvre, entre le moment où il dit « j'ai entendu parler de ça, il y a ça, c'est déjà fait et poncé ». Donc les chercheurs, ce qu'ils ont pu prouver, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article, et c'est rien que pour ça que je l'ai noté, c'est la reconnaissance, elle va durer moins de 20 minutes, la compromission du contrôleur de domaine en moins de 17 heures. Vous vous rendez compte ? Ça sort à 22 heures le soir, vous arrivez le matin à 9 heures au bureau, vous êtes fait quoi. Votre contrôleur de domaine, il n'est plus à vous. Et le retour de Gotloader, ça marque non seulement une évolution significative des techniques d'ingénierie sociale et d'obfuscation, mais il faut savoir que les utilisateurs et les entreprises doivent redoubler de vigilance face à des modèles de documents proposés sur des sites non officiels. Il faut arrêter d'être radin, quoi. Bref. Paye ton service juridique, et ça se passera bien. Un point de vue que je partage avec vous de chez Palo Alto et sa branche Unit 42 sur la threat intelligence qui est souvent présentée comme un pilier essentiel de la cybersécurité. Mais derrière ce mot magique, il y a quand même, ça ne peut fonctionner que grâce à une seule chose. Il faut une gestion rigoureuse des actifs car son efficacité, elle reste limitée sans avoir la connaissance de votre parc. Ça peut sembler évident, mais je vous assure que quand on regarde certaines entreprises ou certains rapports d'incidents, c'est vraiment un message central qui a été partagé par un analyste qui s'appelle Bradley Duncan pour Palo Alto Networks et qui rappelle que la connaissance de soi, de son propre réseau, doit précéder la connaissance de l'ennemi. La gestion des actifs est souvent jugée peu attractive. C'est vrai que c'est casse-bonbon de mettre une CMDB en place, explorer son réseau, mais ça repose quand même sur 3 principes fondamentaux. Inventorier tous les équipements connectés, les surveiller en continu et les administrer correctement. Alors là, vous me dites, c'est fait. Le mec, il a fumé, il est en train de nous expliquer comment ça marche. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Qu'il s'agisse de correctifs, de mise à jour ou de solutions de défense, des points d'extrémité, et sans cette base, il est vraiment impossible d'avoir une visibilité complète de son infra et donc de la sécuriser efficacement. Et un seul hôte inconnu ou mal géré peut devenir une véritable porte d'entrée pour un attaquant. Bradley Duncan illustre cette réalité par son expérience au Sun Internet Storm Center. Malgré des années de publications techniques sur des familles comme Emotet ou Quackbot, les mêmes mesures préventives restaient négligées. Maintenir des systèmes à jour, appliquer des correctifs de sécurité. C'est des gestes simples qui auraient pourtant évité des centaines de milliers d'infections comme celles liées à Quackbot en 2023 ou Emotet en 2021. C'est la base, je vous le répète à chaque fois sur Radio Cessort, c'est limite lourd le mec qui fait « on réfléchit pas, on patch », mais si vous maintenez votre système à jour, les attaquants vont passer à côté, ils passeront au suivant, ils ne viendront pas vous emmerder. Ils vous amèneront pas le taux d'emmerdement maximum qui va vous empêcher de manger une bonne raclette avec les amis de Radio Cessort. Bon, le chercheur souligne quand même que si les techniques d'attaque évoluent, les faiblesses exploitées demeurent les mêmes. En août 2025, une infection par le ransomware Akira a débuté par une campagne de SEO positioning menant à l'installation du malware Blumbly, une chaîne d'attaque classique combinant infection initiale, mouvement latéral et compromission du contrôleur de domaine. Donc la conclusion de cet article, que j'ai trouvé vraiment passionnante, c'est la véritable première ligne de défense reste la maîtrise de son propre périmètre. Ça peut sembler tellement évident, mais c'est quelque chose qui est gratuit, qui coûte pas cher. La threat intel ne peut pas être efficace que si l'organisation connaît précisément ses actifs et les protège de manière proactive. Bref, la base quoi. Ils ont dû faire un article pour expliquer ça quoi.
C'est fou, il y a un niveau de bienveillance qu'il faut avoir dans l'incompétence, mais... Le groupe de presse japonais Nikkei a révélé une intrusion de son système interne de messagerie Slack, ayant potentiellement exposé les données de plus de 17 000 personnes, dont des employés et des partenaires. L'incident, détecté en septembre puis rendu public en novembre 2025, trouve son origine dans la compromission d'un poste de travail infecté par un malware. Les attaquants ont pu dérober des identifiants de connexion de l'utilisateur et accéder ainsi au Slack, exploitant ensuite ces informations pour consulter des canaux internes. Selon le communiqué de Nikkei, les données susceptibles d'avoir été exposées incluent des noms, des adresses e-mail, des historiques de discussion de 17 300 utilisateurs précisément. L'entreprise précise qu'aucune preuve n'indique qu'une compromission de ses sources journalistiques ou d'informations liées à la rédaction ont été présentes. Il faut savoir que Nikkei, qui possède notamment le Financial Times et qui emploie plus de 3000 personnes à travers 37 bureaux à l'étranger, a signalé l'incident aux autorités japonaises de protection des données, et bien que les informations concernées ne soient pas couvertes par la législation actuelle sur les données personnelles. L'entreprise n'a pas attribué l'attaque à un groupe particulier, mais affirme avoir pris des mesures de renforcement de la sécurité pour éviter toute récurrence. Pour rappel, ce n'est pas le premier incident pour ce groupe. En 2022, sa filiale de Singapour avait subi une attaque par ransomware ayant pu compromettre des données clients. Cette nouvelle intrusion s'inscrit dans une série d'attaques récentes visant les médias internationaux, parmi eux Lee Enterprise aux États-Unis, l'agence France Presse en France, ainsi que le New York Times, Vice Media et eEarth Media. Une nouvelle qui fait froid dans le dos. Un tribunal chinois a condamné à mort, on parle bien de condamné à mort, 5 membres d'un vaste réseau de cyberescroqueries opérant depuis la frontière entre la Chine et le Myanmar. Le verdict rendu par le tribunal intermédiaire de Shenzhen vise notamment le chef du syndicat Bai Sunchun, son fils Bai Yuken ainsi que Yongling Yu et deux autres personnes. Ces 5 autres accusés ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, 9 à des peines de 3 à 20 ans et 2 à des peines de mort avec sursis de 2 ans. Les condamnés appartenaient à l'ancienne Kogang Border Guard Force, une milice agissant pour le compte de la junte birmane. Connu pour ses activités criminelles dans la région de Kokang, selon les autorités chinoises, le réseau avait mis en place 41 parcs industriels servant de base à des opérations massives de fraude en ligne, d'exploitation humaine, de jeux illégaux et de prostitution forcée. Ces opérations auraient généré plus de 29 milliards de yuan, soit plus de 4 milliards de dollars et entraînant la mort d'au moins 6 citoyens chinois. Cette décision judiciaire s'inscrit dans la campagne répressive lancée par Pékin en 2023 pour démanteler les centres de cyberfraude ciblant la population chinoise. Ouais, quand c'est les Européens ou le reste du monde, on s'en fout, mais dès que ça touche les Chinois, c'est comme les Russes, ça. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées lors de ces opérations transfrontalières, dont plusieurs figures de la criminalité organisée de la région. Il faut savoir qu'en septembre, 11 membres d'un autre clan, la famille Ming, avaient été condamnés à mort pour des activités similaires. Ces réseaux de scams, dits ce qu'on appelle les pig butchery ou escroqueries sentimentales et financières à grande échelle, font de Myanmar un épicentre mondial dans la cybercriminalité organisée, causant chaque année des pertes chiffrées en milliards. Plus récemment, l'armée birmane a affirmé avoir détruit plusieurs bâtiments du complexe Kaka Park, l'un des principaux foyers de ces escroqueries, à la frontière avec la Thaïlande. En parallèle, plus de 1600 personnes fuyant ces camps ont été interpellées par les autorités thaïlandaises. C'est fou quand on parle de cybersécurité, comment on arrive vraiment à la fin à de la cybercriminalité classique. Google a déployé une nouvelle fonctionnalité d'auto-remplissage automatique dans Chrome, baptisée Enhanced Autofile, capable désormais de stocker non seulement les mots de passe, adresses et cartes bancaires, mais aussi des données hautement sensibles telles que le numéro de passeport, le permis de conduire, le VIN ou la plaque d'immatriculation de votre véhicule. L'option, désactivée par défaut, repose sur un chiffrement local et n'activé qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur. Bon, ça c'est déjà la bonne nouvelle. Mais en théorie, ça va simplifier le remplissage de formulaires administratifs ou de réservation de voyage. En pratique, le risque, il est majeur. Il n'est pas important, il est majeur. Chrome représente plus de 73% du marché mondial des navigateurs en faisant une cible privilégiée pour les cybercriminels. Tous les infostealers et les malwares de vol de session ciblent déjà massivement ces navigateurs pour extraire les identifiants, les mots de passe, les cookies. L'ajout de documents officiels accroît considérablement la valeur des données volées et surtout va permettre de faire des fausses identités mais en mode industriel. Alors, même si Chrome chiffre ces informations et demande une confirmation avant de les insérer dans un formulaire, un attaquant est capable de compromettre une session
d'accéder à un appareil déverrouillé ou d'installer une extension malveillante qui pourrait récupérer ses identités numériques. Les risques de phishing s'ajoutent à la menace. Le simple fait de devoir rechercher son passeport avant de saisir ces informations reste un frein utile à la précipitation face aux faux sites. Les experts en cybersécurité recommandent plutôt d'utiliser un gestionnaire de mots de passe dédié, conçu pour stocker en toute sécurité ce type de données sensibles, et ces solutions sont auditées et indépendantes du navigateur et ne remplissent pas automatiquement les champs d'un site non autorisé. C'est clair, surtout qu'un site peut vous forcer à remplir ces champs à votre insu. Et vous ne le verrez même pas parce qu'il n'aura pas besoin de l'afficher sur votre écran. La commodité promise par Chrome ne doit pas faire oublier un principe simple. Plus un navigateur en sait sur votre vie numérique, plus le risque devient élevé. Et lorsqu'un acteur malveillant va parvenir à avoir accès à votre ordinateur à votre insu, vous êtes juste mort. Les chercheurs de Checkpoint Research ont découvert 4 vulnérabilités critiques dans Microsoft Teams, permettant d'usurper des identités, de modifier des messages, sans trace de falsifier des notifications et de déguiser l'identité d'un appelant lors d'une visioconférence. Ces failles, désormais corrigées, mettaient potentiellement en danger les communications de plus de 320 millions d'utilisateurs dans le monde. 320 millions d'utilisateurs. Les vulnérabilités pouvaient être exploitées aussi bien par des invités externes que par des employés malveillants, sapant la confiance dans la plateforme collaborative. Les chercheurs de Checkpoint ont démontré qu'un attaquant pouvait se faire passer pour un dirigeant ou un cadre financier, manipuler les messages affichés dans une conversation ou faire apparaître une fausse notification semblant provenir du PDG. L'étude a décrit plusieurs scénarios d'exploitation. Modification invisible de messages, usurpation de notifications, changement du nom d'un interlocuteur, falsification d'identité lors d'un appel audio et vidéo. Toutes ces techniques ouvrent la voie à des attaques de phishing ciblées à des fraudes financières ou à des campagnes de désinformation. Microsoft a reconnu la vulnérabilité principale, le spoofing de notifications, sous la CVE 2024-38197, et a corrigé l'ensemble des failles entre mai 2024 et octobre 2025. Cette recherche a mis en évidence une menace croissante, l'exploitation de la confiance dans les outils de travail collaboratifs comme vecteur d'ingénierie sociale et de compromission interne. Je vous recommande de lire le papier de Checkpoint, c'est plutôt pas mal, c'est au bon niveau. Et voilà, cet épisode se termine, j'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. À ce soir pour ceux que j'aurai l'occasion de croiser. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. À demain.